Le président Zelensky s'est fait littéralement humilier par Donald Trump à la Maison-Blanche dans le bureau ovale. Right now, not in a very good position. You've allowed From the yourself very, to be in a from very the very bad position, beginning and of he the happens war, to be right about from the it. very beginning of the war, You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you don't. I'm Yeah, very you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Décontenancé, humilié, Volodymyr Zelensky peine à se faire entendre pour échanger sur l'éventuel accord commercial sur l'exploitation des minerais stratégiques de son pays. Vous devriez être reconnaissant, lui lance Donald Trump, appuyé aussi par son vice-président. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, have today. you said thank you? Even today. Le ton monte, la scène est sidérante et tourne à l'affrontement verbal, alors que le président ukrainien affirme vouloir un cessez-le-feu avec des garanties de sécurité pour son pays. Donald Trump s'emporte. People are very brave, but you're either going to make a deal or we're out. La visite avait plutôt bien commencé. Devant les caméras, elle a dégénéré. Le président Zelensky a quitté la Maison-Blanche. Mais ce n'est pas que l'Ukraine, mais toute l'Europe entière qui s'est fait humilier publiquement par Donald Trump. Cela montre bien la médiocrité de l'Europe dans le jeu diplomatique mondial actuel. Les Américains ont manipulé l'Europe et vont profiter pour se faire de l'argent en récupérant tous les contrats russes que l'Europe avait auparavant avec la Russie. C'est un moment particulier de l'histoire, car les États-Unis et la Russie ont toujours été opposés idéologiquement. C'est la première fois qu'il y a un rapprochement aussi net de la Russie et des États-Unis. On va d'abord regarder quelques passages de l'humiliation de Donald Trump envers Zelensky. Ensuite, nous allons parler de la stratégie américaine, comment ils ont doublé les Européens pour récupérer le business qu'ils avaient avec la Russie. Nous, en tant qu'Africains, quelles répercussions sur le continent africain et comment nos leaders doivent percevoir ce changement dans l'échiquier mondial. Et tout ça après le générique. Tout simplement, vous voulez quoi que je dise Vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite, Vladimir, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe avec cet accord? Moi, je ne suis pas aligné avec Poutine, je ne suis aligné avec personne. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique, moi. Et pour le bien du monde, de la Terre, je suis aligné avec le monde, moi. Et je veux qu'on avance. Vous voyez la haine qu'il y a pour Poutine. Pour moi, c'est difficile de mettre un accord en place avec ce niveau de haine. Et je le comprends. Mais l'autre face, c'est exactement l'autre côté ne sont pas en amoureux de lui non plus. Donc la question d'alignement, moi je suis aligné avec le monde. Voilà, je veux que les choses avancent. Je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si on peut régler cette affaire. Vous voulez que je sois dur, robuste, je peux l'être, plus que n'importe qui, n'importe quel être humain. Mais c'est pas comme ça qu'on va arriver à un accord. C'est tout simple. Encore une question. Alors, tout à fait. Je vais répondre à ça. Depuis 4 ans, pendant les États-Unis, on avait un président qui se levait, qui disait des choses dures sur Vladimir Poutine. Et Poutine a ensuite envahi l'Ukraine et détruit une grande partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité, c'est peut-être au travers de la diplomatie. On a essayé de faire comme Biden voulait le faire, voilà, en gonflant les muscles, en disant voilà, c'était ce qui comptait. L'Amérique, ce qui fait de l'Amérique un bon pays, c'est l'Amérique qui entre dans la voie diplomatique. Et ce que fait le président Trump? Je peux réagir. Donc, il a occupé une grande partie de l'Ukraine, Poutine, à l'est du pays, la Crimée. Et il a occupé ça en 2014 déjà. Il avait envahi et occupé la Crimée pendant beaucoup d'années. Et moi, je ne parle pas simplement de Biden, mais à l'époque, il y avait Obama, le président Trump, ensuite le président Biden et à nouveau le président Trump aujourd'hui. Et Trump, on espère, va l'arrêter. Mais en 2014, personne ne l'a arrêté. Voilà, il a envahi, il a tué des gens. 2015, 2014, 2014. Moi, j'étais pas là, moi. Mais en 2014, de 2014 jusqu'en 2022, voilà, on avait cette situation en place. Les gens mouraient et personne ne l'a arrêté. Vous le savez, nous, on a eu des conversations avec Poutine, beaucoup de conversations, on a eu des débats et on a signé, moi personnellement, avec en tant que nouveau président
président en 2019, j'ai signé un accord. J'ai signé avec lui un accord pour un cessez-le-feu, cessez-le-feu, cessez-le-feu. Tous m'ont dit, tout le monde m'a dit que on a signé, c'était un contrat, avec un contrat de gaz, oui, mais après, ce cessez-le-feu, il ne l'a pas respecté, il a tué nos gens, il n'a pas échangé de prisonniers. On a signé pour un échange de prisonniers aussi, il ne l'a pas fait. Donc, de quelle diplomatie est-on parle? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devrez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde? Et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays. Alors, il y a beaucoup de questions là. En commençant depuis le début, tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan, mais vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Non, ne dites pas ce qu'on va ressentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dites pas, n'essayez pas de nous dire ce que nous allons ressentir. Il faut que ce soit clair, il faut se souvenir de cela. Vous n'êtes pas dans une position de dicter quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois? Ici, dans cette réunion, est-ce que l'on vous a entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre. Et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné... Avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Oui, d'accord, en 3 jours. Voilà, ça c'est en 2 semaines. Ok, bien sûr, c'est ça. Ça va être difficile. Ça va être difficile d'arriver à un accord comme ça. J'ai dit merci beaucoup de fois, Monsieur Vance. Et il y a des désaccords, il faut l'accepter, ça. Il faut qu'on avance et plutôt que de se battre devant les caméras. Vous avez tort, on sait que vous avez tort. Moi, je crois que c'est bon que la population américaine voit ce qui se passe, c'est important. C'est pour ça que je continue cette discussion et ces échanges. Vous devez être reconnaissant. Les gens sont en train de mourir, vous n'avez plus de soldats, vous commencez à ne plus avoir de soldats. Ce serait une bonne chose. Et ensuite, vous nous dites, ah non, moi je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas cesser le feu, moi je veux ci, moi je veux ça. Non, écoutez, si vous arrivez à un cessez-le-feu maintenant, prenez-le comme ça, il n'y aura plus de balles qui voleront et vos hommes ne seront plus tués. Vous ne voulez pas de cessez-le-feu, c'est ça que vous dites? Moi je veux un cessez-le-feu. Vous allez avoir un cessez-le-feu plus rapidement avec cet accord. Vous pensez que je ne veux pas de cessez-le-feu? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui s'appelle Biden
Biden, c'était pas une personne intelligente. Ça, c'était... excusez-moi, c'était avec Obama. Obama vous a donné des armes. Moi, je vous ai donné des javelines pour vous battre. Obama vous a donné des bateaux. Et Trump a donné des javelots, des javelins. Vous devriez être plus reconnaissant parce que ce n'est pas vous qui avez les atouts en main. Avec nous, vous allez avoir les atouts en main. Sans nous, vous n'avez pas d'atouts. Vous n'avez pas de carte en main même. Et les attitudes doivent changer ici. Qu'est-ce que vous dites? Elle pose la question, qu'est-ce qui se passe si la Russie met en place un... Si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Moi, je ne le sais pas. Ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu avec Biden. Ils ne respectaient pas Biden. Ils ne respectaient pas Obama. Moi, ils me respectent. Laissez-moi vous dire. Poutine a fait beaucoup avec moi. Il y avait une fausse chasse aux sorcières. Voilà, vous connaissiez ça. Il y avait Biden a lancé une fausse chasse aux sorcières. Hillary Clinton aussi. C'était une arnaque démocratique. Et il a traversé cela, Poutine. On l'a accusé de plein de choses. Il y avait une chasse aux sorcières, mais il n'avait rien à faire là-dedans. C'est sorti de la salle de bain de Biden, de la chambre à coucher de Hunter Biden. Et ensuite, on a dit, ah voilà, il y a ce laptop d'enfer a été fait par la Russie. C'était une arnaque. Et il a supporté ça. On l'accusait de tout cela, de toutes ces choses. Moi, tout ce que je puis dire, c'est cela. Peut-être qu'il n'a pas respecté des accords avec Obama, avec Bush, et peut-être avec Biden. Peut-être il l'a fait, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais avec moi, il n'a pas brisé les accords. Il veut qu'on arrive à un accord. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Le problème actuellement, c'est que moi, voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur. Et sans les États-Unis, vous ne seriez pas un dur. Vos gens sont très courageux. Mais soit il faut qu'on arrive à un accord, ou nous on se retire. Et si nous on se retire, vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, je ne crois pas que ça va être joli pour vous. Mais voilà, vous pouvez continuer à combattre. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'agissez pas en tant que personne reconnaissante. Et ça, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil du tout. Voilà. Et je crois qu'on en a assez entendu, assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va faire de bonnes images, ça c'est sûr. Ça va être spectaculaire lorsqu'on va voir ça sur nos écrans. On va voir ce qui se passe. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas de mettre un like et surtout de commenter parce que c'est un moment surréaliste. On a l'impression d'avoir une dispute comme ça dans une cour d'école, dans une crèche même. Et donc j'aimerais que vous mettiez des commentaires. J'ai aussi activé le petit cœur pour faire des dons pour la chaîne, pour nous soutenir. Et donc revenons à notre sujet. Que penser de cette intervention? On peut dire que la Russie a gagné diplomatiquement, c'est clair. Que Donald Trump a déjà pris parti pour la Russie, donc tout le reste, ce sont des manigances. Que l'Ukraine a clairement perdu une partie de son territoire, il ne va pas le récupérer, pas de sitôt, car sans les armes américaines qui n'auront plus, tant que Donald Trump sera à la présidence, ils ne pourront pas avancer. On peut aussi parler de l'influence des médias occidentaux qui nous mentaient sur l'état de l'armée russe. Vous avez vu sur toutes ces chaînes occidentales des experts militaires venir nous dire que la Russie est mal en point, l'armée russe est vétuste, c'est du vieil armement, que Poutine est malade mental, physiquement aussi, qu'il est affaibli, qu'il est manque de militaires, que la situation économique en Russie, ça va pas. Ils ont dit que c'est pas possible que l'Ukraine perde, que tant qu'ils auront des armes, ça ira. Les Américains expliquent bien que même si on vous donne des armes, vous n'allez jamais gagner cette guerre. Vous manquez d'hommes, il n'y a plus moyen. À moins que l'Europe accepte d'envoyer des militaires, mais les Européens, ce sont des lâches. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Afrique qui est venue les aider, les Russes qui sont venus les aider et aussi les Américains qui sont venus les aider. On va parler plus tard pourquoi les Américains sont venus les aider. Vous verrez qu'il y a un peu une similitude avec l'Ukraine. Parce que Donald Trump a été clair. Comment on va récupérer notre argent? L'influence des médias occidentaux nous faisait croire que lorsqu'ils donnaient des armes, c'était gratuit. On veut aider l'Ukraine, alors on donne des armes. Non, ils font les comptes. À chaque fois, tu vas devoir rembourser. Tout ce qu'on donne, tu dois rembourser. Et quand les États-Unis ont vu que la note devient trop salée et qu'ils n'ont pas pu vaincre la Russie,
Comment est-ce qu'ils vont récupérer cet argent? C'était la même chose à la Deuxième Guerre mondiale. Au début, les Américains vendaient des armes, vendaient des armes, vendaient des armes. Et puis à un moment, ils se sont dit, ouh là là, si Hitler gagne la guerre, comment est-ce qu'on va récupérer cet argent? C'est à ce moment, les États-Unis se sont dit, non, on va envoyer nos hommes pour gagner cette guerre. Parce que la facture, les Européens vont devoir payer. Les Européens ont payé tout l'aide que les Américains les ont offert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont dû payer la note, même si une grosse partie a été payée par l'Allemagne. Mais c'était ça. Et pour Zelensky, c'est la même chose. Tu empruntes, et puis ils voient la note. Ah là, ils disent non, maintenant il faut payer. Et si Zelensky perd complètement la guerre, ben, ils ne récupèrent pas leur argent. C'est pour ça que Donald Trump veut signer un accord de paix. Comme ça, voilà, la Russie a son bout de terre, l'Ukraine se contente de ce qu'ils ont et devra quand même repayer la note. Et donc Donald Trump proposait d'acquérir les minerais de l'Ukraine, d'exploiter les minerais pour récupérer leur argent. Vous voyez un peu la similitude avec le Congo, les histoires de minerais. Et donc les Américains ont livré des armes pour plus de 300 milliards. Et donc en prenant les minerais de l'Ukraine qui les intéressent, ils auraient récupéré plus de 500 milliards. Donc vous voyez la transaction, sur la guerre, ils allaient faire un bénéfice net de 200 milliards. Mais dans les journaux occidentaux, ils nous faisaient croire que oui, on est en train de donner des armes à l'Ukraine, que c'est gratuit. Non, ils étaient en train d'endetter les Ukrainiens. Maintenant, ce qui est formidable, c'est qui a poussé les Ukrainiens à faire la guerre avec les Russes? Mais ce sont les Américains. C'est l'OTAN. Qui a financé la révolution Maïdan en Ukraine pour que Zelensky après devienne président et que l'influence russe soit diminuée? C'est les Américains. Qui a poussé l'Ukraine à intégrer l'OTAN? L'un des gros problèmes de la Russie, c'était ça. Si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, l'OTAN aurait placé des missiles aux frontières de la Russie, ceux qui pouvaient toucher la capitale russe. C'est un des moments cruciaux qui a poussé la Russie à rentrer en Ukraine. Donc ça aussi, ce sont les Américains qui l'ont poussé. Et les premiers accords de paix possibles que Zelensky voulait signer avec la Russie, c'est Boris Johnson, le Premier ministre anglais, qui a dit non, ne t'inquiète pas, ne signe pas, on va continuer à te donner des armes, il ne faut pas signer cet accord de paix. Et on sait très bien que les Anglais sont alliés avec les Américains, donc c'est encore un plan des Américains. Et comme les Européens ne font que suivre les Américains dans toutes les guerres, bah, les Européens, ils ont suivi aussi, oui, voilà, on va aider l'Ukraine, on est solidaire avec l'Ukraine, la Russie, c'est le méchant, on y va. Les Américains ont dit, on faut des sanctions, tout le monde a commencé à mettre des sanctions, alors que les échanges commerciaux entre la Russie et l'Amérique, je pense que c'était 3%, c'était vraiment négligeable. Alors que les pays européens avec la Russie, il y avait d'énormes échanges commerciaux, surtout l'Allemagne. D'ailleurs, on se rappelle de Nord Stream, qu'on suppose même que ce sont les Américains qui ont saboté pour les gazoducs. Donc ils ont coupé les liens commerciaux entre l'Europe et la Russie. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Donald Trump maintenant propose à la Russie de faire des accords commerciaux avec les Américains. Donc vous voyez, ça c'est un retournement de situation formidable. Et les Européens, ils sont là, je ne sais pas, ils sont en train de... Je sais pas, ils sont dans les nuages. Et pas que les Européens. On a des présidents africains comme notre président Félix Tshisekedi, qui part dans le monde entier aux États-Unis pour essayer de convaincre. Vous voyez leur mode de fonctionnement. Ils ne respectent que la force. Au lieu d'aller faire de la diplomatie et mendier comme Zelensky, on voit maintenant lorsque un président mendie partout comment il est traité à la Maison-Blanche, il fallait s'armer, il fallait s'occuper de ton armée et devenir fort parce qu'on ne respecte que la force. La diplomatie, oui, certes, c'est important, mais il faut s'armer, il faut se protéger. Et ça, le président Félix Tshisekedi, même si ses fanatiques disent que oui, c'est un grand stratège, on voit qu'en 7 ans, la stratégie, rien du tout. Ils nous disent que c'est la faute du brassage, comme s'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait eu un brassage de l'armée. Alors que quand il est venu au pouvoir, il fallait régler ça. C'était l'une des priorités. Il ne l'a pas fait. Il était dans les voyages toujours, comme Zelensky. Maintenant, on voit le résultat. Les pays de l'AES essayent de payer leurs dettes, ne plus être dépendants du FMI. Le président Félix Tshisekedi, lui, il est plutôt allé pour avoir des prêts du FMI. Toutes personnes qui ont suivi les discours de Patrice Lumumba savent que la souveraineté nationale, c'est important. Et aller comme ça, emprunter au FMI, ça n'amène que des problèmes. Le peuple avait demandé le rapprochement de la RDC avec la Russie, comme les pays de l'AES l'ont fait. Certains de nos compatriotes disaient « Mais non, si on se met contre les États-Unis et qu'on se rapproche de la Russie, on aura des problèmes avec les États-Unis. » Comme si on avait un complexe d'infériorité par rapport aux États-Unis. On dit « Oui, non, les Américains, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. » Mais non, c'est faux. Regardez Cuba. 50 ans d'embargo, ils arrivent à tenir. Même la Corée du Nord, ils arrivent à tenir. Donc il y a des pays qui ont de la résilience malgré l'embargo. Et nous, juste parce qu'on fait une alliance avec les Russes pour pouvoir s'armer, soi-disant les Américains, ce sera un problème. Et aujourd'hui, on voit maintenant que les mêmes Américains dont vous aviez peur, au détriment des Européens. Donc cela prouve que si le président avait le courage, il aurait pu faire des alliances avec la Russie pour l'armement, on ne serait pas dans la situation qu'on est actuellement.
Et venez pas me dire que non, il savait ce qu'il faisait, parce que maintenant qu'il est aux abois, on a vu Constant Moutamba vite aller à l'AES comme ça, venir demander s'il y a moyen d'avoir des soldats. L'autre, il est parti au Tchad. Est-ce que vous pouvez, le Tchad, s'il vous plaît, aider la RDC, alors que le Sahel a déjà plein de problèmes. Ils ne peuvent pas envoyer des soldats, même leur opinion publique ne va pas comprendre qu'on envoie des soldats du Sahel en RDC, alors qu'eux-mêmes ont des problèmes sécuritaires très graves qu'ils doivent régler. Et eux, ils sont occupés à s'armer. Ça fait que 3 ans, mais ils sont en train de s'armer. Nous, ça fait 7 ans, on est là comme si tout va bien, à faire des fêtes, à faire des centres financiers, à faire des sauts moutons, à aller mendier dans les instances internationales comme Zelensky, et on voit le résultat où ça amène, le manque de respect total. Et on voit aussi très bien que les Américains peuvent vous promettre une chose maintenant, et quelques années après, retournement de situation. Et ça, les Amérindiens d'Amérique l'avaient déjà dit, hein. Visage pâle écrit le contrat sur de l'eau. Ils avaient déjà dit ça. Visage pâle écrit le contrat sur de l'eau. Donc quand vous écrivez sur de l'eau, après ça disparaît. Quand ça les enchante. Ils faisaient ça, ils signaient des accords pour les terres. À un moment, ils se réveillent, ils disent non, c'est pas bon. Ils viennent, ils prennent les terres. Avec le canal du Panama. C'est pour ça qu'en RDC, on doit faire très attention avec leur histoire là du corridor de Lobito avec les Américains. Je pense qu'on doit même laisser tomber ce projet. C'est trop dangereux parce qu'on voit avec le Panama, vu qu'ils ont payé pour le canal du Panama, maintenant ils disent qu'ils veulent le récupérer. Donc si un jour le corridor de Lobito, ils payent pour le corridor, un jour ils peuvent se réveiller et dire c'est à nous, on vient, on prend, c'est à nous, vous n'avez rien à dire, vous dégagez, même si ce sont vos terres. Et on doit prendre compte de l'histoire. Donc notre gouvernement, comment va-t-il se positionner? Et en ce qui concerne le rapprochement entre les États-Unis et la Russie, c'est très pragmatique. Donald Trump sait que l'ennemi de la Russie maintenant c'est la Chine, c'est pas la Russie. Et la Russie aussi, en voyant la Chine devenir aussi grande, aussi puissante économiquement, au début il s'occupait que de l'économie, mais ces dernières années, la Chine est en train de s'armer, c'est nouveau. Et la Russie se dit non, l'influence de la Chine devient un peu trop grande. Donc s'ils peuvent aussi rétablir les relations avec les États-Unis, il peut avoir un contrepoids. Donc ce ralliement de la Russie avec les États-Unis, pour la Russie aussi, c'est bénéfique. Il diminue l'influence de la Chine sur la Russie pour ralentir la progression de la Chine qui ne peuvent pas arrêter, mais qui peuvent ne fût-ce que ralentir. Et en ce qui concerne l'Union européenne, ils sont complètement perdus. Et le danger maintenant, c'est vu que l'Union européenne est complètement perdue, ils risquent de revenir vers l'Afrique pour pouvoir se faire de l'argent parce qu'ils auront besoin de nous. Et c'est à ce moment-là qu'on doit être solide et se protéger de l'arrivée des Occidentaux qui seront désespérés d'avoir perdu les accords commerciaux avec la Russie et la façon dont maintenant ils sont traités par les États-Unis. Je vous dis que l'Europe est aux abois, car ce n'est pas seulement une humiliation de l'Ukraine, c'est surtout une humiliation de l'Europe entière. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Je ne sais pas si Ursula von der Leyen va enfin se réveiller. Donc voilà, c'était une réaction à chaud. Vous avez vu que même le outfit, bon, je me suis dit, si Zelensky vient en t-shirt à la Maison Blanche, bon, je peux mettre mon hoodie pour faire cette vidéo. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have dignity of such. this office. I will wear costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like this? something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Je me vois bien un jour arriver à la Maison Blanche avec mon hoodie comme ça, parce qu'apparemment c'est devenu une cour d'école où on peut se disputer comme des voyous. Et bon, on va suivre l'actualité et voir comment ça évolue. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vos familles.